Bonsoir à toutes et à tous et ravi de vous retrouver pour cette nouvelle semaine de 60 minutes pour comprendre. Nous sommes comme tous les soirs en direct et nous allons décrypter pour vous l'actualité nationale. Aujourd'hui c'est une actualité nationale, vous allez le voir. Nous sommes le lundi 26 octobre. Comme tous les soirs, nous décryptons cette actualité en compagnie d'acteurs et d'observateurs nationaux ou internationaux. N'hésitez pas à réagir sur les réseaux sociaux comme d'habitude, la page Facebook de Média TV ou le compte Twitter de l'émission sur le hashtag 60MPC. Les invités qui ont accepté d'être avec nous ce soir. Selma Al-Abed, vous êtes membre de la coordination nationale des étudiants de médecine, représentante de la faculté de médecine et de pharmacie de Rabat. Bonsoir et merci d'être avec nous. Monsieur Nourdine El-Mahna, vous êtes directeur des ressources humaines du ministère de la Santé. Nous sommes très heureux de vous avoir sur le plateau. Bonsoir. Vous n'êtes pas sans savoir qu'on avait déjà fait une émission sur le sujet. Je vous expliquerai pourquoi on l'a fait encore aujourd'hui. Professeur Azdin Tahiri Joutei, vous êtes professeur en médecine. Quoi? Quelle spécialité exactement? Cardiologie. Radiologie. Cardiologie, pardon. Et vous êtes également parent de 2 étudiants en médecine. Et enfin, professeur Samir Ibn Moussa, vous êtes sous-secrétaire du bureau local de la faculté de médecine et de pharmacie de Casablanca. Bonsoir. 54 jours que les étudiants en médecine sont en grève. 54 jours que le mouvement se durcit, donnant lieu, jeudi dernier, à des accrochages avec les forces de l'ordre. Pourquoi est-ce que le conflit s'enlise? Quelles sont les revendications des étudiants? La réponse du ministère de la Santé à cette situation? Les pistes de solutions? Grève des étudiants en médecine, un compromis impossible, c'est le titre de l'émission de ce soir. La faculté de médecine de Rabat ressemblait à ça ce matin. Une scène qui se répète quasi quotidiennement depuis plusieurs semaines. En plus de 50 jours de boycott, une centaine de sit-ins et une trentaine de marches ont été organisées pour dénoncer le projet de loi sur le service national sanitaire. Au début de la fronde, seuls les étudiants en première année boycottaient les cours. Mais très vite, leurs aînés emboîtent le pas et pour cause. Le gouvernement a fait un communiqué qui nous a fait un pas en arrière. Nous avons reculé un pas en arrière dans la communication avec le gouvernement. Et tout ça se paraît très bien dans l'intervention des forces de l'ordre le jeudi 20 octobre. À l'issue du conseil de gouvernement jeudi dernier, Abdelilah Ben Kiran sort de son silence. Il appelle les étudiants grévistes à poursuivre le dialogue avec les ministres de la Santé et l'enseignement supérieur. Mais au-delà de calmer la situation, l'intervention de la primature témoigne surtout de la fragilité de ce dialogue de sourds. Et puis jeudi, l'exécutif décide de mettre sa menace à exécution. Les forces de l'ordre ont investi la faculté de médecine pour disperser un sit-in des étudiants. Intervention qui a suscité la réaction des étudiants, mais aussi de leurs professeurs. Aujourd'hui, on sommes tous réunis ici pour manifester contre la violence qui a eu lieu à notre rencontre, les étudiants de médecine qui a eu lieu jeudi. C'est incompréhensible, on peut pas accepter une telle violence. Ce sit-in au niveau de la faculté contre l'intervention des forces de l'ordre à l'enceinte de nos facultés. On est contre la violence en général et encore plus au sein de nos facultés. C'est déplorable, on ne peut pas le cautionner et on est pour le dialogue entre les différentes parties pour trouver des solutions. Et c'est justement pour trouver des solutions que le ministère de la Santé, celui de l'enseignement supérieur, de la recherche scientifique et de la formation et les représentants des étudiants en médecine se sont réunis aujourd'hui à Rabat. L'exécutif a publié un communiqué où il se dit prêt à poursuivre le dialogue autour de la question du service sanitaire obligatoire avec toutes les parties concernées jusqu'à trouver un terrain d'entente. D'ailleurs, un comité mixte de suivi devrait voir le jour. Il a en outre été décidé d'augmenter les indemnisations pour les étudiants en médecine. En ce qui concerne les médecins de garde et le service obligatoire, les ministères proposent d'accélérer la procédure d'indemnisation. Pour les autres questions dans le dossier revendicatif des étudiants grévistes, elles restent en suspens, tout comme leur cursus de formation. C'était un sujet de Khadija Ihsan. Alors, aujourd'hui, on avait déjà fait une émission le 18 septembre. Il était important qu'on en fasse une aujourd'hui pour voir finalement le cheminement, où on est arrivé, ce mouvement de grève et surtout avec aujourd'hui la sortie du communiqué conjoint entre le ministère de la Santé et le ministère de l'Enseignement supérieur. On reviendra sur le contenu de ce communiqué pour voir où est-ce qu'on en est arrivé. Mais vous avez vu le reportage avec notamment les échauffourées qui ont eu lieu au sein de la faculté avec
l'intervention des forces de l'ordre. On devait vraiment en arriver là, professeur? Merci. Je voudrais tout d'abord remercier Midi 1 TV de cette occasion et surtout essentiellement d'ouvrir ces antennes à un autre point de vue, celui des étudiants, celui des parents, celui des enseignants, parce que malheureusement dans d'autres TV, ils sont à direction unique. C'est uniquement et presque exclusivement la parole du gouvernement. Et l'autre point de vue n'a pas droit de citer. Et alors justement, j'insiste là-dessus parce que le 18 septembre, nous n'avions pas le ministère. Il était important. Je remercie Monsieur le Mana d'être ici aujourd'hui. Comme vous êtes directeur des ressources humaines, vous êtes, j'imagine, au centre du processus. Je termine, professeur. N'ont pas droit de citer, et ce qui est dommage et malheureux, parce que ces TV, ces médias fonctionnent avec de l'argent public. C'est nos impôts. Et malheureusement, il n'y a qu'un seul sens. Deuxième point, je voudrais, en tant que parent, et je ne représente, je dirais, que moi-même, mais je ne dirais probablement au nom de tous les parents d'étudiants en médecine, et probablement au nom de tous les parents d'étudiants, ma solidarité, ma compassion, mon soutien aux familles d'abord, des enfants qui ont été arrêtés, des enfants, ou des étudiants plutôt, qui ont été Ils sont plus des enfants, hein. Je m'excuse malheureusement parce que ça... et des enfants qui ont été agressés, et leur seul sabotage, entre parenthèses, c'est d'avoir saboté leur corde vocale avec leur slogan, et c'était des sittings responsables et aucune violence. Je dirais même une marche qui devait avoir lieu à Casablanca a été annulée par la préfecture, mais également par les étudiants eux-mêmes, dans la mesure où ils ont senti qu'il y avait des casseurs qui se sont introduits. Ils ont préféré annuler la marche plutôt que de laisser l'occasion. Et c'est des étudiants responsables. Troisième point, et uniquement je voudrais être court, on parle de parents d'étudiants. On n'est pas là pour dire ce qu'il y a ou autre. On est beaucoup plus, et je suis venu, et au nom d'autres, pour surtout des éclaircissements sur la situation. Les étudiants, les résidents et les internes... On va vraiment arriver au nœud du problème, hein. Vous inquiétez pas, parce qu'il faut qu'on puisse comprendre. J'aimerais juste avoir la réaction par rapport à ces violences. On passera après à l'explication vraiment de la situation. Je donnerai la parole aux étudiants, aux professeurs bien sûr. Par rapport à ce qui s'est passé dans la fac, est-ce qu'on devait en arriver là? Merci tout d'abord de m'avoir invité. C'est un honneur pour moi de participer avec vous à cette émission. J'espère qu'on va pouvoir éclairer le plus possible, que ce soit les étudiants, tout le monde, par rapport à l'opinion publique, par rapport à ce qui se passe. Et votre émission s'appelle Compromis impossible. J'espère que... Avec un point d'interrogation, ne vous inquiétez pas. J'espère qu'il va participer à avoir un compromis possible. Et avec le dialogue, je sais qu'avec le dialogue de tout le monde, que ce soit les étudiants, les enseignants et tous les partenaires, d'avoir un compromis. Et je crois que c'est possible. Ce qui se passait au niveau de la faculté de Rabat, c'est vrai que c'est déplorable. Et je crois que tout le monde doit respecter la loi. Personne n'est pour la violence de part et d'autre. Et j'espère qu'on va sortir de ça pour l'intérêt de nos enfants, de nos étudiants en médecine qui sont chers. Et par cette même occasion, je voudrais remercier tous les médecins, tous les professionnels de santé qui n'ont aucun effort pour participer à la santé des citoyens, que ce soit les étudiants, parce que les étudiants actuellement en 5e et en 6e année, les étudiants en 7e année faisant fonction d'interne participent activement au niveau des établissements de santé pour justement, améliorer on va voir ce que la grève a impliqué. Donc j'espère qu'on va arriver, Inch'Allah, à une solution pour développer la situation. Selma, vous êtes étudiante en médecine, 7e année. D'accord. Quand vous avez vu ça, on a bien vu la réaction de plusieurs étudiants, de professeurs aussi au sein de la faculté. Est-ce que ça va mener à, on va dire, à plus de radicalisation entre guillemets? J'utilise ce mot avec des pincettes vu dans le contexte international, mais en gros, par rapport au mouvement. Tout d'abord, je tiens à vous saluer. Je tiens à remercier Midi 1 TV pour sa neutralité, son professionnalisme.
Et donc c'est la deuxième occasion pour laquelle elle nous permet de nous exprimer sur ce plateau. Par rapport à la radicalisation, nous, en tant que bureau des étudiants en médecine, en tant que en tant que commission nationale des étudiants en médecine au Maroc, on a toujours appelé au pacifisme, donc au sens de responsabilité, de sagesse. On a toujours appelé à calmer les esprits, à gérer ce mouvement avec sagesse. Et en tout cas, donc ça a toujours été le cas depuis donc le commencement de ce mouvement. Parce qu'il ne s'est rien passé depuis le début. Hein, depuis le début, bien sûr. Donc depuis donc on en est à notre 56e jour de boycott. Donc la seule fois où il y a eu abus de pouvoir, bien sûr, c'était donc le jeudi dernier, où donc l'intervention musclée des forces de l'ordre était injustifiée, qui a choqué plus d'un. Il y a eu donc le résultat, c'était 11 blessés, 4 détenus et des pertes de connaissances pour les filles. Donc les étudiants étaient en train de faire leur slogan dans un sit-in pacifiste. Ça se passait comme ça, comme ce qu'on a vu dans le reportage. Oui, voilà. Donc on en est à notre 121e sit-in à la faculté de médecine de Rabat. Donc rien n'était exceptionnel. D'ailleurs, ils étaient en train de chanter l'hymne national. Donc une fois surpris par l'envahissement des forces de l'ordre, l'enceinte de la faculté. Professeur Ibn Moussa. Bon, d'abord, je tiens à vous remercier de nous avoir invités, ne serait-ce que pour éclairer l'opinion publique, ce qui se passe, ce qui se trame dans nos facultés de médecine de pharmacie du Royaume. Je vais commencer par commenter ce qu'on a vu sur les images. Je rappelle tout simplement que l'enceinte de toute faculté est sacrée. Et normalement, personne n'a le droit de pénétrer s'il n'a pas l'autorisation du décanat. Et ça m'étonnerait que le décanat de Rabat ait donné son feu vert. Ça, d'une part. Deuxièmement, pour moi, le fait de laisser traîner ce dossier, c'est lui qui a abouti à cette violence. Et pour moi, les deux ministères de tutelle sont entièrement responsables de cette violence. Ça d'un côté. D'un autre côté, puisque vous m'avez présenté comme étant membre du syndicat national d'enseignement supérieur, syndicat dont je suis fier, et qui est le plus représentatif de cette catégorie d'enseignants, et donc le plus à même à parler à leur nom. Notre position est très claire dès le début. On a toujours demandé à ce que les partis prenant de ce problème se mettent autour d'une table et discutent d'une façon constructive et responsable. Malheureusement, on n'a pas été écouté, ce qui a donné ces images-là. Donc, pour moi, le fait que le ministère, que ce soit de la Santé ou de l'Enseignement supérieur, c'est pareil, traîne sur ce dossier, ne nous donne pas une visibilité, c'est ce qui est en train d'envenimer cette situation. Et je crains, je le dis haut et fort, je crains que si on ne prend pas des décisions responsables, on va au pire. Alors justement, les interlocuteurs. Alors là, j'ai fait un petit tour de table. Je rappelle qu'on a les étudiants. Vous êtes médecin, mais vous êtes également parents. Même si on va revenir là-dessus, il y a un collectif de soutien, mais il n'y a pas d'association de parents. Justement, on va aller sur le point. Les enseignants et le ministère. Aujourd'hui, quels sont vos interlocuteurs? Est-ce qu'on ne peut pas discuter avec des étudiants? Tout d'abord, je voudrais corriger quelque chose qui est passé au niveau de votre reportage. On parle du service obligatoire. Le ministère de la Santé n'a jamais parlé du service obligatoire. C'est un service national sanitaire. Ce n'est pas un service obligatoire. Tout le monde parle de service obligatoire, alors qu'on n'a jamais parlé de service obligatoire. Ça, c'est le premier. Alors expliquez-nous. Alors justement, parce que service national obligatoire, service sanitaire obligatoire. National. L'idéologie a changé en cours de route. Non, jamais. Elle a changé en cours de route. Alors s'il vous plaît, justement, pour qu'on puisse définir, on l'avait déjà défini au départ, et redites-nous exactement quel était le projet de Hossein Ouardi annoncé en avril. Depuis le début, vous pouvez revoir la copie du ministère de la Santé. On a toujours parlé du service national sanitaire. Maintenant, on va l'expliquer quels sont les objectifs de ce service. Mais aussi, je voudrais aussi corriger quelque chose. Le ministère de la Santé n'a jamais traîné depuis le début. C'est vrai, au niveau du départ, il y avait, au niveau des discussions, il y avait un peu de ralentissement de part et d'autre. Mais on peut appeler ça traîner. Mais depuis, au moins, les choses je ne sais pas combien de réunions. Personnellement, je n'étais pas ici au Maroc et pendant un mois, on a fait des réunions, au moins 3 avec les étudiants.
Et il y a une responsabilité de 3 tout le monde. réunions. Au moins, après. Plus. Moi, où j'ai assisté. Mais sinon, il y a une dizaine de réunions. Que ce soit avec les représentants des étudiants, que ce soit avec les représentants des internes et des résidents, en présence du monsieur le secrétaire général du ministère, en présence du ministère de la Santé, en présence des 2 ministères, au moins 3 réunions présidées par les 2 ministères. Il y a quelque chose, il y a une responsabilité. Moi, personnellement, j'ai toujours senti, et de la part, que ce soit des étudiants ou bien de la part des ministres, il y a un sens de responsabilité pour sortir du problème, pour avoir une solution. Mais depuis quand? Depuis maintenant un mois. Depuis maintenant un mois. Si vous permettez une seule question. Je laisse finir Semena, après je vous passerai la Là, parole. une question. À quelle date le ministre, pas le ministère, ou les gens du ministère, a reçu pour la première fois les étudiants et les résidents? Moi, je vous dis, Non. moi, je vous parle en tant que département. Le département du ministère de la Santé était toujours ouvert au dialogue. Il a toujours demandé, les étudiants, quand il y a eu 2 fois, je crois, un contretemps, où il n'y a pas une réunion, que les étudiants ont reporté une réunion avec les 2 ministères, mais tout le temps, il y avait des réunions avec des discussions qui ont duré parfois jusqu'à 10 h du matin, jusqu'à 10 h du soir, pardon, jusqu'à 3 h du matin, avec des discussions autour des problèmes. Alors, s'il vous plaît, quand est-ce qu'on a commencé Voilà, le dialogue? justement, Non, je veux juste voilà. qu'on comprenne après, vraiment pour qu'on comprenne. Le dialogue, qu'on voit sur quel fond aussi. Voilà, le dialogue a tardé à commencer déjà après donc 20 jours de boycott. Qu'on a pu commencer le dialogue avec monsieur le ministre. Déjà en rebondissant sur le point de dialogue, on a souffert de changements d'interlocuteurs. Donc à chaque fois, on se retrouvait avec un interlocuteur différent. Donc on commence au sein du ministère, en changeant de ministère. Parfois on changeait de ministère. Donc on se retrouvait avec monsieur le ministre de la Santé, tantôt avec le ministre de l'Enseignement supérieur, que je salue d'ailleurs pour ses efforts personnels, monsieur Hassan Daoudi, et tantôt avec monsieur le secrétaire général du ministère de la Santé, tantôt avec le directeur RH. Donc on changeait à chaque fois d'interlocuteur. On avait l'impression de commencer à zéro à chaque réunion, et c'était plutôt un climat de débat que de négociation. Donc des réunions qui duraient des heures, mais en recommençant la réunion suivante, on recommençait à zéro. Donc je ne trouve pas que le nombre de réunions justifie donc la volonté de débloquer la situation. Un dialogue stérile. Voilà. Alors, justement, le dialogue. Aujourd'hui, j'ai posé la question tout à l'heure, en vous posant la question de manière globale, est-ce qu'on peut discuter avec des étudiants? Aujourd'hui, il y a des parties prenantes, les enseignants prennent parti. Est-ce qu'il fallait qu'ils prennent parti plus tôt dans les discussions? Nous, dès le début, notre position était très claire. On est au-dessus de la mêlée. Pourquoi? Parce que tout simplement, cette grève nous est imposée. C'est une grève, certes, elle concerne nos étudiants, mais elle nous est imposée. Pourquoi? Parce que le ministère tutelle n'a pas voulu les écouter. Je le redis encore une fois, et je précise qu'il a laissé traîner les choses. Heureusement qu'on est arrivé juste là, parce que sinon, on n'aurait pas ce débat d'aujourd'hui, de ce matin, ni celui d'après-midi qu'on est en train de voir ce soir maintenant. Deuxième chose, par rapport aux agissements des enseignants, dès le début, on a demandé le dialogue constructif entre les différentes partenaires. Je veux pour preuve que dès le début du mois de septembre, on s'est réunis au sein de la faculté. Bien sûr, bureau local, on a convoqué l'Assemblée générale et il y avait un communiqué qui stipule qu'il faut trouver une solution urgente pour ne pas passer à côté de l'année scolaire par rapport aux étudiants. Comme on n'a rien vu venir, on s'est forcé à appeler la coordination nationale active via l'axe Casablanca, faculté de médecine, pharmacie, faculté dentaire et Marrakech. On s'est même réunis un samedi, pour vous dire tellement ça nous tenait à cœur. Normalement, les samedis, c'est fait pour la famille, mais c'est pas grave. Pour les étudiants, il n'y a pas de problème. C'est un jour ouvrable, le samedi. Vous avez des gens qui travaillent le samedi. Ça dépend, qu'est-ce que vous faites? Si vous faites la télé, je veux bien. non, il y a aussi autre chose, c'est ouvrable. Mais pour nous, c'est un jour vacant, mais c'est pas grave. Le débat n'est pas là. Très bien. Alors, et on a sorti un communiqué, je crois que vous l'avez tous lu, et qui saluait les efforts pacifiques de nos étudiants et qui exhortait les différents ministères de tutelle à trouver une solution. Et tous nos efforts sont restés en vain. Pourquoi les enseignants sont engagés là-dedans? C'est tout simple, c'est tout simple. Ce sont les étudiants. Vous savez, monsieur, qu'une faculté sans étudiants, c'est comme un foyer sans enfants. Il est orphelin. Alors,
les étudiants ne sont pas faits pour aller manifester dans la rue, non. Ils sont là pour occuper leur banc dans leur amphithéâtre. Et c'est ce qu'on voulait, c'est ce qu'on a toujours demandé, oui ou non? Alors, je précise d'abord que monsieur le DRH nous dit qu'il n'y avait pas le mot obligatoire. Est-ce qu'il y avait le mot obligatoire ou non, dès le début? Bien sûr qu'il y avait le mot obligatoire. Je ne comprends pas. Bien sûr. Dites-tout. Alors, soit que vous n'étiez pas là, que vous étiez... Non, je vous dis maintenant, il n'y On avait peut jamais... revenir à la déclaration de Monsieur le ministre au Parlement. Moi, je veux juste préciser des choses. Parce qu'on va rentrer dans des détails. Je veux juste que moi, les gens comprennent pourquoi on en est là et où est-ce qu'on peut aller à travers ça, surtout avec le communiqué qui est sorti aujourd'hui. Professeur, je vous donne la Je parole, voudrais ensuite on uniquement donnera un la parole au petit ministre. correctif à propos des parents d'étudiants. Il n'y a pas d'association de parents d'étudiants. Ça, on l'a bien et compris. Il y d'internes. a un collectif de soutien, il n'y a pas d'association. On parle de soutien parce que les étudiants, les internes, les résidents, c'est des gens adultes, majeurs, vaccinés et responsables. Et donc, manifestement, il y a des résidents de 33 ans et on n'a pas besoin réellement de les chaperonner. Autrement, on ferait des associations pour les parlementaires. Il y a des très jeunes qui ont moins de 30 ans. Et peut-être même des ministres. Il y a des ministres qui ont moins de 40 ans. Et il n'y a pas donc, il n'y a pas d'association. Et surtout, ce qui est étonnant, un ministre qui reçoit une association qui n'existe pas. Puisque pour être une association, il y a des statuts, il y a une assemblée générale, constitution. Bref, deuxième élément, et je le regrette profondément, peut-être que c'est pas, j'en veux un petit peu aux enseignants, mais pas uniquement aux enseignants, de ne pas s'être impliqués dans l'histoire un peu plus tôt et d'avoir laissé les étudiants nager dans ce bain, parce que le problème n'est pas celui des étudiants. Contrairement aux idées reçues peut-être, c'est pas un problème d'étudiants ou d'internes avec le ministre, c'est un problème de projet de la santé. C'est un problème d'avenir du secteur de la santé publique. Et j'espère que j'aurai l'occasion de dire que c'est réellement l'enjeu majeur. Et je dirais plus, l'enjeu n'est pas uniquement au niveau de la santé. Au niveau de la plupart des secteurs publics. L'enseignement, la santé et la fonction publique. Alors, le et bien bout du d'autres. problème, revenons-y. Là, on peut y aller. Vous avez dit tout à l'heure, ce n'est pas un service sanitaire obligatoire. D'où vient tout ce mouvement? Mais pas seulement, mais il y a d'autres revendications, on va revenir dessus de la part des étudiants, mais ce service national, pourquoi il n'est pas obligatoire? Réexpliquez-nous, pour qu'on comprenne, pour qu'on ait la déclaration du ministère à ce sujet. Décryptez-nous aujourd'hui ce qu'on entend par ce service national. La dénomination du projet, c'est le service national sanitaire. Moi, avant, je voudrais revenir par rapport aux différents interlocuteurs au niveau des réunions. Effectivement, parce qu'il y a plusieurs interlocuteurs, parce qu'il y a deux ministères qui sont concernés. Et malheureusement, il y a, heureusement, au niveau du dossier des étudiants, ils ont tenu, parce qu'au début, on a demandé qu'on sépare les dossiers, parce que c'est deux dossiers revendicatifs qui sont complètement différents. Il y a le dossier des étudiants, et il y a le dossier des résidents et des internes. Et le fait de mélanger... Ça en fait que deux. Non. Ça en fait que deux. Oui, bon. Mais il y a une méthodologie de négociation, je m'imagine. D'ailleurs, il y a plus de 15 jours, on s'est mis d'accord avec les étudiants. Ils allaient rentrer. Ils allaient reprendre leurs études. Et par solidarité. Confirmé. Non. Mais laissez-moi Alors là, on va rebondir sur le PV de réunion qu'on fait passer pour des PV d'accord. Vous répondrez à ça, C'est des peut-être malentendus. arriver à un moment donné à ce qu'on explique le service national. Mais bon, c'est pas grave. Parce que tous les points du dossier revendicatif, on s'est mis d'accord avec les étudiants, avec les représentants. Il y avait quelques points qui restaient en suspens avec les résidents et on s'est dit, avec les résidents, que ces points, on va mettre une commission technique et on va discuter de tous les points. Le ministère de la Santé est ouvert au dialogue sur tous les points. Par rapport aux demandes des parents d'élèves reçues par Monsieur le ministre de la Santé, par le dialogue, il a reçu des demandes de la part de parents, que ce soit association, pour les recevoir, pour étudier le problème. Il les a reçus. C'est pas interdit de recevoir des parents. On ne reçoit pas un comité d'étudiants. Non, ça c'est après. Et on reçoit les parents. Maintenant, par rapport au service sanitaire. Ça, service sanitaire, le ministère de la Santé et le ministère a toujours dit que c'est des idées, que c'est des propositions concernant pour résoudre un problème
de ressources humaines, de pénurie de ressources humaines au niveau du ministère de la Santé. C'était formulé comme une idée? Oui, oui, oui. Je vous dis, il n'y a pas plus tard que ce matin, en présence des étudiants, en présence du ministre de l'Enseignement supérieur de la Recherche scientifique et de la formation des cadres, et en présence d'un grand nombre d'enseignants, que je voudrais par la même occasion remercier ici, parce qu'ils sont intervenus pour essayer de résoudre ce problème avec nous. Ils ont apporté beaucoup de propositions constructives et je crois qu'on va vers le bon sens. Maintenant, tout le monde se remercie. Donc, moi personnellement, et le ministre, que ce soit le ministre de l'Enseignement supérieur, que ce soit le ministre de la Santé, a dit que le service sanitaire, c'est des idées, des propositions. Est-ce que vous voulez qu'on voit des problèmes au niveau du ministère de la Santé et on reste les bras croisés? On a fait des propositions. Est-ce qu'il est interdit maintenant au Maroc de faire des propositions? Et ces propositions sont mises sur la table. Il a dit, ces propositions, ce projet, s'il n'est pas conforme aux intérêts, que ce soit des étudiants, des professionnels de la santé, s'il y a un projet qui le remplace, que ce soit la bienvenue. Marhaba, on est ouvert à la discussion, mais on doit poser le problème. On est responsable parce qu'il y a un problème au niveau du ministère de la Santé. Donc on a posé ce problème pour la discussion. Est-ce qu'il n'est pas interdit de poser ce problème pour la discussion? Est-ce que, Silmana, vous avez l'impression que la perception, ce que vous nous décrivez aujourd'hui, j'ai l'impression que la perception qu'il en est faite aujourd'hui, elle est un peu différente de ce que vous dites, non? Je ne traduis pas un secret, mais on vous donne un texte et on vous dit, vous avez 15 jours pour répondre. Vous pouvez faire ce que vous voulez, mais il y a un principe de base qui n'est pas immuable, que vous ne pouvez pas changer. C'est le service national. À la limite, qu'est-ce qui reste si je ne discute pas du service national de 2 ans? Ça veut dire où mettre la virgule ou le point-virgule. C'est ce qui reste à discuter. Le principe est là, je ne le discute pas. Mais vous pouvez faire des amendements, faire des correctifs. Et je voudrais dire honnêtement, on parle de service national. On est des citoyens, et je suis un petit peu parmi les vieux. Il y avait un service national au Maroc. Il y avait le service civil et le service militaire. Mais c'était valable pour tous les nationaux. Alors attendez, j'essaie depuis tout à l'heure de définir ce service national, avant qu'on arrive à... Mais au moins définir un service national. Définissons-le tel qu'il a été proposé, vous avez parlé d'idées. Alors, est-ce que je peux... C'est la troisième fois que je vous le demande. Je le définis. Il y avait en 1957, M. Tahiri, le service médical. Il était réservé que pour les médecins. Et je vous renvoie sur une loi de 1957 qui ne prend que le service médical pour les médecins. C'est après le protectorat. En 1957, c'est... D'accord. Maintenant, le service national. Ce que vous appelez une idée, mais c'est bon, vous me paraissez comme une proposition. C'est des idées, c'est des propositions qui sont pour la discussion sur la table. Et d'ailleurs, une loi, on connaît bien le processus d'une loi. Est-ce que le ministère de la Santé, il trouve qu'il y a beaucoup de problèmes au niveau de la couverture? Vous voulez pas me définir le service national? Non, si, je suis en train de vous le définir. On a déjà parlé de la forme des négociations. Ce service national, expliquez-nous, s'il vous plaît. C'est amener trouver une solution parce que nous, au niveau du ministère de la Santé, on ouvre des postes de recrutement et on n'arrive pas à recruter des médecins. C'est amener les étudiants à la fin de leur formation, au niveau des facultés de médecine, de pharmacie, de dentaire, comment les amener à servir le citoyen marocain dans le service public. Que ce soit, on a pensé au service sanitaire national, qui est de 2 ans, mais on peut trouver des solutions. C'est pas l'obligation en soi, au début, qui est proposée. On a dit que c'est l'obligation obligatoire. On n'a jamais dit que l'obligation, on ne peut pas la discuter. On a dit, la proposition, c'est comment amener nos étudiants à leur sortie, leur donner des avantages et d'aller travailler dans des zones où c'est pas les zones éloignées, c'est les zones où on a un manque de médecins. Même les urgences au niveau de certains hôpitaux, tout à l'heure on parlait avec le professeur Tahiri, même dans l'urbain, on a un problème de disponibilité de ressources humaines. Donc, et d'équipement. Oui, et d'ailleurs, on a prévu avec le projet 1 milliard de dirhams pour l'équipement des hôpitaux. C'est une goutte dans l'océan. C'est 1 milliard de dirhams. C'est une goutte dans l'océan. Pourquoi on en parle pas? 1 milliard de dirhams pour 17 régions, quand même. Tous les hôpitaux publics
tous les hôpitaux vont être concernés. Alors, Voilà. Non. Là, on est sur le concept de ce service national. On va essayer de comprendre de manière précise, concrète. Vous êtes étudiante en 7e année. On va essayer de faire comprendre aux gens. Vous, maintenant, vous êtes en 7e année. Si vous devez finir, qu'est-ce qui va vous arriver si jamais il y a ce service national? On en parle juste après la pause. Ce fameux service sanitaire national, on a entendu la définition plus conceptuelle aujourd'hui parce qu'on a vu une définition bien stricte aujourd'hui. Selma Abed, vous êtes étudiante, 7e année, ça va impliquer quoi pour vous? Alors déjà, j'aimerais bien rappeler le cursus médical. Donc ça dure au minimum 8 ans et 8 mois. Il y en a beaucoup qui trébuchent au cours de leur cursus. Donc pour en arriver 9 ans, 10 ans, parfois même 11 ans de cursus. Après, pour un médecin généraliste. Pour un médecin généraliste, Hors bien spécialité, sûr. avant la spécialité. Avant la spécialité, donc 11 ans. Donc durant ces 11 ans, donc c'est un parcours semé d'embûches. On n'est pas dépendant, on est donc matériellement dépendant par rapport à ses parents. Donc on s'attend à commencer sa carrière le plus tôt possible, que ce soit dans le secteur public en tant que salarié, à l'instar de tous les secteurs du Maroc, et ou que ce soit en tant que dans le secteur libéral. Maintenant, avec le service civil obligatoire, déjà c'est pas un contrat consentant des deux parties. On m'a obligé à travailler quelque part d'une manière que le ministère a choisi et qui va retarder le commencement de ma carrière. Encore pire, donc le ministère ne s'engage pas à m'embaucher ou à m'aider à commencer ma carrière après ces 2 ans. Donc je résume, vous faites 8 ans d'études, au meilleur des cas, 10 ans, 8 ans et 8 10 mois. ans, bref, pour être généraliste, donc vous êtes Voilà. avant votre spécialité. Si vous commencez à 18 ans, c'est-à-dire que, allez, à 28 ans, 29 ans, bon, allez, même 30 ans, vous commencez votre carrière. En tant que À l'âge de généraliste. 30 ans, vous faites 2 ans obligatoires. Bon, excusez-moi, mais bon. C'est obligatoire. Je peux même dire pourquoi c'est obligatoire. Si c'est institué, faudra quand même le faire. Donc c'est un petit côté obligatoire. Donc à 32 ans, vous sortez, vous devez aller sur le marché du travail médical Voilà. et vous Voilà. n'avez aucune assurance après ces 2 ans. Aucune idée. d'avoir quoi que Le ce soit. flot. D'accord. Donc là, on a bien compris la chose. Alors, qu'est-ce que ça pose comme problème? Ça pose plusieurs choses. Premièrement, j'ai parlé de service national. Quand il est national, il concerne tous les lauréats des universités. Et monsieur le ministre, qui se permet de dire, on a dépensé de l'argent pour ces gens-là, il ne veut pas qu'il y ait un retour. On dépense de l'argent pour les ingénieurs, on dépense de l'argent pour les autres facultés. Pourquoi isoler uniquement les médecins? Pire encore, ce service ne concerne pas les médecins, les facultés de médecine privée. Donc il y a actuellement un service pour le citoyen lambda et un service pour les universités privées. Et je m'interpelle, et je vous dirais, surtout ça vient d'un ministre qui appartient au PPS, est-ce que la gratuité de l'enseignement supérieur n'est pas mise en jeu? Deuxième élément, ce n'est pas un service national, je l'appellerai moi personnellement le médecin à usage unique. Je l'exploite pendant 2 ans et après, bye bye. Pourquoi? Il ne va pas plus y avoir d'autres. Quand il y a une formation, des promotions, les facultés de médecine, c'est actuellement 2000 par an. Et à l'horizon 2025, ça sera 3300 médecins par an. Ça veut dire sur 2 ans, même si on exclut les facultés privées, ça va faire du 3000, pendant 2 ans, ça fait 6000. Si j'ai 6000 médecins que je vais obliger de faire le service médical, est-ce que vous croyez honnêtement que la santé publique peut absorber d'autres médecins? Je dirais non. Elle a déjà 6000 qu'elle peut renouveler toutes les années. Donc la carrière de médecine, de santé publique et du service public, bye bye, ignorable. C'est pour cela que l'enjeu est de taille. C'est un problème éminemment politique de désengagement de l'État dans les secteurs publics. Quand vous avez, et encore ce médecin à usage unique qu'on exploite pendant 2 ans, il doit partir vers le privé, point. Alors moi, je vous donnerai la parole, juste d'un point de vue, on va dire, métier. Est-ce qu'aujourd'hui, envoyer de jeunes médecins, ce sont des jeunes médecins, qui n'ont pas encore l'expérience, est-ce que vous disiez il faut surseoir à des manques, à des lacunes en termes de médecins sur différentes régions, même différents services d'urgence? Est-ce que c'est une bonne solution d'envoyer des jeunes médecins? Est-ce que c'est un bon argument? Avant de répondre à ça, je veux d'abord
répondre à M. Vous voulez pas Taheri, répondre à mes questions? parce que Bah, non, mais d'abord, je rebondis sur, parce que tout à l'heure, M. Taheri a demandé, et il a trouvé que les enseignants ont tardé à intervenir sur ce dossier. Eh bien, je vous dis non. Et vous, en tant qu'ancien syndicaliste, vous en avez fait, M. Taheri. Si on avait intervenu dès lui, on aurait taxé d'inciter à la grève. Nous, on l'a dit, et je le répète, on a toujours demandé, est-ce qu'il y ait le dialogue pour éviter une année que moi je qualifierais de noire et pas de blanche par rapport aux étudiants. Ça d'un côté, point. Maintenant, si vous me dites, est-ce que... Moi je répondrai que non. Pourquoi? Parce que tout simplement, lorsque vous envoyez un jeune médecin pour désenclaver une région, parce que c'est le mot qu'il faut utiliser, qu'est-ce qui se passe? Le temps que ce jeune médecin d'abord s'acclimate et que ces régions l'adoptent, eh bien, l'année est passée. Et qu'est-ce qu'allait faire le ministre à tutelle? C'est que l'année d'après, il allait ramener un autre. Et ainsi de suite. Donc ça veut dire que pour ces régions, on aura chaque 2 ans un nouveau médecin jeune, entre guillemets, qui arrive et qui partira, et un autre qui va venir à sa place. Entre parenthèses, ça ne diminue pas de sa compétence. Bien sûr, mais la médecine, c'est il y a l'expérience. l'expérience. Non, mais laissez-moi est-ce qu'il vaut mieux ça que rien? Bon. S'il vous plaît, laissez-moi juste vous éclaircir sur mon approche de la chose. Ça veut dire que, par rapport à ces régions, on ne va jamais recruter un médecin service public. C'est ce que veut le ministère. S'il le veut, qu'il nous le dise. C'est tout. Alors, répondez. On est en train de discuter le service national comme si on a maintenant mis la loi sur le processus de validation et un processus qui demande au moins 3 ans et le dernier mot toujours revient au Parlement. Mais on est en train maintenant, si vous voulez, non, on est en train de discuter le problème. Je suis pas partie prenante, mais dans la méthodologie de négociation, on est quand même, mais maintenant, on est arrivé à moi je vous dis, le ministère de la Santé, après un diagnostic très poussé, on va avoir d'ici 2024 un grand problème au niveau des ressources humaines, professionnelles de santé, que ce soit médecin. Donc on a fait des propositions, c'est des idées. S'il y a des idées qui peuvent corriger ce problème au niveau du Maroc, qu'ils sont les bienvenus, mais c'est des idées. Si vous voulez qu'on discute, si vous voulez faire une émission sur le projet qu'on a, on le fait. Maintenant, on est en train de discuter par rapport au problème de la grève des étudiants. Ça, c'est le premier point. Le pays, c'est Taheri, et il a dit qu'on a besoin de 6 000. Monsieur, on a besoin au moins de 12 000. Maintenant, 12 000 médecins. Maintenant. Et en plus, on est en train de construire... Vous pouvez recruter 12 000 médecins pour la fonction publique et vous avez les postes budgétaires. Non, vous avez des besoins. On a besoin de 12 000. Et on est en train de construire des CHU partout dans le monde. Dans le Maroc. Pour le privé, mais pour le privé. Non, des CHU marocains. Non, des CHU publics. Mais des médecins formés pour le privé. Mais laissez-moi, laissez-moi, si vous voulez qu'on discute le projet, comment il est posé, moi je vous dis que c'est des idées. Si des idées on est ouvert au dialogue. On peut les discuter. Donc, on prend acte aujourd'hui de la part du ministère que ce sont des idées. Non, parce que, bien sûr, il ne faut pas dire que la mauvaise foi du ministère de la Santé, c'est éliminer le recrutement dans le public et imposer aux gens le service sanitaire national pendant 2 ans, alors que nous, s'il vous plaît, monsieur Taheri, au moins, je vous ai écouté, laissez-moi écouter. Je suis à votre écoute. Oui, moi, je vous dis, vous réagirez par là, vous inquiétez pas. Excusez-moi, moi je vous dis que le ministère de la Santé, actuellement, sans les CHU, sans les formations qu'on est en train de construire, sans le programme ambitieux du ministère de la Santé pour revoir tout le système de santé, on a besoin de 12 000 médecins. Donc il n'y a pas une mauvaise foi pour imposer aux médecins que le service national. Alors, Selma. Par rapport aux idées, moi je trouve un peu égoïste et irresponsable de s'obstiner à garder ces idées. Alors qu'on a un boycott qui arrive à 54 jours, on a une année blanche qui est imminente, on a des réunions, plus que 10 réunions à négocier, à rédiger des propositions. Nous, en tant que représentants et en tant que membres de la Commission nationale des étudiants en médecine, je peux dire qu'on a été plus que responsables. On s'est réunis, on a amené des représentants de toutes les villes du Maroc à rédiger des propositions. On est devenus du juriste, des cadres d'administration. On a cherché des informations un peu partout pour rédiger des propositions. Alors soyons un peu responsables et
il faut quand même évoluer dans ce dialogue. Est-ce que, justement, attendez, s'il vous plaît, on va essayer d'avoir cette discussion d'un point de vue intégré, s'il vous plaît. Hein, il nous reste 20 minutes pour qu'on puisse essayer de comprendre dans quoi s'intègre ce service national. Vous avez parlé de l'état de la santé, du nombre de recrutements, du nombre de besoins en médecins dont on a besoin. Est-ce que ce service national, c'est finalement la goutte d'eau qui a fait déborder le vase par rapport à d'autres choses? On regarde un sujet et on en rediscute juste après. Grève illimitée pour les étudiants médecins. La goutte qui a fait déborder le vase. Un projet de loi sur le service sanitaire obligatoire proposé par les ministères de tutelle. Un service qui contraint les étudiants en dernière année à exercer pendant 2 ans dans des régions lointaines, enclavées et souvent démunies des moyens basiques pour la santé publique. Selon le ministère de la Santé, le projet devrait combler le déficit en ressources humaines dans certaines régions, car selon ces chiffres, 45% des médecins sont concentrés sur l'axe Casaraba et seulement 24% choisissent d'exercer en milieu rural. Les blouses blanches y voient, elles, une brèche sur la privatisation du secteur de la santé. Mais le service sanitaire obligatoire n'est pas le seul leitmotiv de cette grosse mobilisation du futur corps médical. Il y a aussi et naturellement l'aspect financier. Un médecin fraîchement diplômé, soit généraliste ou avec une spécialité, touche en moyenne 8 000 dirhams par mois. Pour les non-contractuels, il ne faut compter que sur un salaire de 3 500 dirhams. Maigre quand on prend en considération que le CHU repose sur leurs épaules pour bien fonctionner et aussi et surtout que des études de médecine durent au minimum 8 ans. Avec ça, il y a les gardes, souvent non rémunérés et parfois à hauteur de seulement 80 dirhams par garde de 24 heures. Pour les indemnisations, là aussi c'est une galère. Certains médecins attendent depuis 2011. Autre revendication, plus de postes d'intégration à la fonction publique, sans oublier les conditions de travail. Et là, les étudiants en médecine viennent appuyer ce qui a été longtemps scandé par plusieurs associations de médecins. Le secteur manque drastiquement d'infrastructures. Et puisqu'on parle de ressources, revenons au service sanitaire obligatoire. Alors que nos étudiants y voient une punition, l'État, lui, espère faire des économies. Un véritable bras de fer. Avec les sit-ins, les réunions entre ministères et étudiants se poursuivent. Alors, faut-il ou pas maintenir le service obligatoire, le privilégier aux étudiants en médecine? Et surtout, est-ce que cette crise des étudiants grévistes ne serait que la partie visible d'un mal qui gangrène le secteur de santé au Maroc depuis plusieurs décennies? Alors on l'a bien vu, hein, la situation pour les médecins, on en voit des chiffres qui peuvent se poser des questions, hein, et beaucoup de gens peuvent se poser des questions. On peut se dire, mais vous en tant que parents, est-ce qu'on doit conseiller à ses enfants de faire médecine encore aujourd'hui? Je vous pose la question. Mais réellement, la plus belle, honnêtement, question. Parce que qu'est-ce qu'on voit? Actuellement, les gens faisaient médecine auparavant, dans le temps. Le médecin était considéré et avait une place sociale éminemment importante. Il y avait de l'argent également à gagner et les premiers médecins gagnaient bien leur vie. Qu'est-ce qu'on voit aujourd'hui? Le médecin est de plus en plus réellement critiqué, voire criminalisé. Quand le ministre nous dit que les médecins ne veulent pas aller dans les endroits, disons, éloignés, ils ne veulent que l'axe Casaraba pour être auprès des cliniques. Entre parenthèses, un généraliste ne gagne strictement rien et ne met pas les pieds dans les cliniques. C'est les spécialistes. Donc, on parle de répartition des généralistes. Donc déjà, c'est des fausses choses. Deuxième élément. Même quand on dit répartition 45% l'axe Casaraba, mais il y a 75% de l'activité industrielle et de l'activité économique dans cet axe-là. Et donc, deuxièmement, les gens ne gagnent rien, ne gagnent plus rien. Il y a des cabinets privés qui ont ouvert et qui ont fermé. Il y a des médecins qui n'arrivent pas à avoir de l'argent pour se soigner ou soigner leurs enfants. Parce que les médecins privés ne sont pas couverts par une assurance maladie. Donc finalement, quand on arrive à ça, et en plus, ça devient presque des traîtres, ils ne veulent pas aller traiter le citoyen marocain, il y a tout un fossé. Et on se dit, est-ce que réellement j'ai bien fait d'orienter ma progéniture vers la profession médicale? Qu'est-ce que vous répondez aux gens qui justement vous reprochent de dire « Ah, ils n'ont pas envie d'aller rendre service à la nation en allant justement pendant une période donnée dans une zone où il n'y a pas de médecin ».
Je ne sais pas si c'est un stéréotype, un malentendu ou autre par rapport. Je dois rappeler que les médecins nouvellement recrutés donc, sont toujours affectés dans les zones éloignées, donc pour une période minimum de 2 ans. Et, qui donc, peut être à 7 ans, 8 ans. 2 ans, j'y arrive bien sûr, donc, puisque le ministère de la Santé ne recrute pratiquement plus, donc parfois ils arrivent à des périodes de 8 ans dans la même zone. Et une fois leur période de contrat terminée, donc ils ne sont pas relâchés, ils sont obligés d'avoir recours à la cour administrative et même si jugement il y a, donc ils restent consignés. Ça, c'est point 1. 2, donc c'est le problème de quota. Donc un médecin de secteur public aujourd'hui, il est puni, on lui permet pas de continuer sa formation, donc on l'oblige à rester généraliste et ne pas devenir spécialiste. Donc tout ça, donc on a l'impression aujourd'hui qu'on punit le médecin du secteur public. Et malheureusement, donc... Ça c'est intéressant, expliquez-nous. Si voilà, je suis généraliste, je vais faire mes 2 ans, je peux faire une spécialité après, mais ça me rajoute 2 ans dans mon cursus. Ça, c'est autre chose. Oui. Non, mais c'est important. Mais justement, c'est ce que le ministre n'a pas inclus dans sa façon de voir les choses. Pour revenir à ce climat délétère que connaît maintenant les médecins, c'est surtout dû à ces sorties dans les médias de M. le ministre qui à chaque fois crie sur tous les toits des radios, des télés, que comme quoi nos étudiants, nos futurs médecins ne veulent pas servir la nation. Je suis désolé, mais c'est des Marocains comme les autres. Mais ils ne demandent que ça. En plus, ces blouses blanches, vous croyez que ça leur amuse de descendre à la rue au lieu d'aller travailler? Mais parce que le problème, c'est qu'il y a un climat malsain, qui est dû à plusieurs facteurs. Je n'ai pas le temps de relater ici. On a un problème du Ramed, que tout le monde discute de sa non-faisabilité. On a le problème des enseignants par rapport à leur TPA, par exemple. On a le problème de l'embauche des enseignants. Dans les facultés de médecine publique, on n'embauche plus. Je vais vous donner juste un petit chiffre. Depuis les années 2007-2008, on a presque doublé le nombre des étudiants et on a divisé par 2 le nombre d'enseignants. Je veux qu'on m'explique cette équation. Eh bien, monsieur. Je vais même plus. Et sur ce, je termine. S'il vous plaît, après on la faculté de médecine et de pharmacie de Casablanca a ouvert l'unité de pharmacie avec les mêmes enseignants. Plus de sacrifice, je ne crois pas. C'est malin. Merci. Moi, sincèrement, je ne voudrais pas paraître en train de répondre à des questions tic au tac. Personnellement, on a toujours dit au niveau du ministère de la Santé, et c'est grâce aux professionnels de santé, on n'a jamais dit que, au contraire, les médecins et les infirmiers, les professionnels de santé, c'est grâce à eux que le système public de santé arrive à donner des soins dans tout le royaume. On n'a jamais dit que le médecin, c'est vrai, il travaille de très mauvaises conditions, on le dit. Et c'est notre souci, on est en train de chercher comment résoudre ce problème. C'est vrai qu'ils ont des problèmes au niveau des conditions matérielles. On est en train de réfléchir pour eux. Mais le problème de est-ce qu'il va passer 2 ans pour passer le concours de résident? Jamais. Il n'y a aucun médecin généraliste qui passe plus de 2 ans dans les zones éloignées. Il y a une année, il participe au mouvement. Il y a des, mais effectivement, il y a des médecins, mais rarement. Il passe une année, maximum 2 ans au niveau des zones, et il y a une mutation, une mutation annuelle qui est transparente. Et le concours de résidenat, il est ouvert à tous les médecins. Même dans le projet qu'on a parlé, on a ouvert le concours de résidenat. Sur autorisation. Non. Sur autorisation du délégué. Concours de résidenat, il est ouvert aux médecins généralistes. Ils peuvent aller faire leur 10% pour 10% des généralistes. Il n'y a pas de quota. Il y a le quota. Il y avait de quota et on s'est mis d'accord. Ah, il y avait donc un quota. On s'est mis d'accord suite aux demandes des médecins dernièrement que ce quota, à leur demande, c'était pour ajouter, pour permettre l'idée du ministère, c'était réservé aux médecins généralistes de sûreté publique de participer à un concours propre à eux. C'est pour leur permettre de réussir. On est sûr qu'on va avoir un nombre important de médecins généralistes. Maintenant, puisque les gens ne veulent pas ce concours propre aux médecins généralistes, ils vont participer au concours de tous les médecins généralistes, de tout le concours de résidenat. Pour le recrutement.
est-ce que le service national, c'était pas seulement un seul moyen de résoudre le problème des ressources humaines? Au niveau de 2013, le ministère de la Santé a ouvert 3900 postes. 2800 postes en 2014 et 2900 postes en 2015. Non, médecins, je parle des médecins, Les médecins, 3000 postes en 2015. 3000, mais je suis en train de vous dire le chiffre officiel, moi je m'engage devant vous. 3900 postes pour les médecins en 2013 et 2014, 2800 postes et en 2015, 2900, y compris les CHU. Là, où est-ce que vous pouvez avoir 3900 en une année? Il y a une erreur. Il parle d'internes résidents, je pense. Infirmiers. Cette année, on a ouvert 3900 postes. Oui. De médecins? Non, mais c'est de médecins. De tout. Pour corriger ça. Les infirmiers, les ambulanciers, le personnel paramédical. C'est tous les personnels du secteur de santé. C'est ça le. Donc, pour vous donner l'effort que le ministère de la Santé fait pour résoudre son problème de pénurie. Je vous pose une question, Simana, parce qu'il y a beaucoup de choses que vous nous dites depuis tout à l'heure. En termes de communication, on a l'impression qu'il y a beaucoup de choses qui ont été faites, mais qui n'ont pas été révélées. Non, mais voilà, pas de moyen de communiquer. Moi, je crois que, et je voudrais, par rapport à cette année au niveau de recrutement, l'année dernière, on a ouvert un concours de recrutement de 200 infirmiers, de 200 médecins. On n'est pas arrivé à recruter les 200 et on a perdu presque 204 postes parce que il y a un problème peut-être de conditions de travail des médecins qu'il faut corriger. Le ministère du Travail et le ministère de la Santé, ce projet, c'est dans le cadre d'une réforme globale. C'est pas seulement le service national. Peut-être qu'il y a un problème de communication de notre part. Mais au niveau, moi je voudrais revenir par rapport à la grève. La grève au départ c'était par rapport au service national. On est d'accord. Mais maintenant. Mais il y a plusieurs revendications. Mais maintenant, si on parle de dialogue, mais maintenant on ne parle plus du service national. On parle d'autres revendications. Et chaque fois, depuis 5 ans sur la table. Alors, justement, pour que les gens comprennent aujourd'hui le service national, il y a plusieurs revendications. Il y a les augmentations des postes d'intégration à la fonction publique, il y a le statut. Expliquez-nous cette histoire de statut du doctorat pour que aussi on puisse comprendre. Aujourd'hui, un médecin, donc comme j'ai bien précisé tout à l'heure, il étudie, donc c'est un bac plus 8 minimum, donc il est considéré comme un bac plus 5, comme un master, et payé comme un master. Donc nous n'obtenons pas un doctorat national parce que pour le ministère de on est docteur, mais un doctorat d'exercice. C'est l'échelle 2 de l'échelle 11. Voilà. C'est un doctorat d'exercice, mais non pas un doctorat national, parce que un souci de recherche à la fin, est-ce que c'est une thèse de recherche ou une thèse tout simplement. Mais nous, ce qu'on cherche essentiellement, c'est le salaire d'un médecin. C'est ça le premier souci, c'est le salaire d'un médecin qui est payé comme un bac plus 5, alors qu'il étudie un bac plus 8. Il est censé être payé minimum 12 000 dirhams, comme tous les doctorants au Maroc. C'est-à-dire que l'État ne reconnaît pas son diplôme, en quelque sorte. Je voudrais également, uniquement rebondir, et surtout pour ouvrir un peu, surtout pour le citoyen marocain. Un médecin ne traite pas par des talismans ou par le mjoud du Premier ministre, mais il faut bien des examens biologiques, il faut de la radiologie, il faut des médicaments. Des infrastructures et des équipements. Voilà. Donc, malheureusement, on nous dit, on a injecté cette année, on va injecter 1 milliard de dirhams. C'est rien. J'ai dit tout à l'heure, une goutte dans l'océan. Vous savez à combien va revenir le CHU de Tanger pour 700 lits? C'est que Sa Majesté le Roi vient de mettre la première pierre pour la construction de ce CHU. Pour 700 lits. 2 milliards 300 ou 2 milliards 400. Pour un hôpital. Une seule unité. D'accord. Une seule unité. Ce qui fait, il y a une vétusté de l'appareillage radiologique au niveau. On connaît la difficulté. Mais là, je viens et je défendrai les gens de la santé. Parce que le budget de la santé est à moins de 5% du budget global. Les pays qui s'intéressent un peu plus à la santé, et même avec un PIB beaucoup plus supérieur au nôtre, consacrent 12 à 14%. Donc quand vous avez 12 à 14% et encore d'un PIB assez cossu, par rapport à 5% de notre PIB. Et encore, on dit à tout le monde, et avec le remède, tout existe dans les hôpitaux, et si vous n'obtenez rien dans les hôpitaux, parce que c'est les médecins qui ne veulent pas travailler, parce qu'ils vont dans des rendez-vous lointains, parce qu'il y a de la place, ce qui crée un conflit entre le citoyen et le médecin, le ministre ne peut pas se tromper, il ne peut pas dire des choses qui ne sont pas vraies, et donc,
c'est le médecin à l'accueil qui est responsable. Et ceci est responsable d'agression, et parfois d'agression très, très, très sévère, ce qui fait qu'il y a un climat d'insécurité. Finalement, réellement, est-ce que le ministre, quand il prononce ces paroles, tout existe, on a fait les efforts, il y a les médicaments, il y a l'équipement, il y a tout, et quand il vient dans la réalité, il voit qu'il y a beaucoup de choses et qu'il y a des rendez-vous de radiologie de 3 mois, des rendez-vous de telles choses à 2 ou 3 mois, le citoyen ne comprend pas. Alors, et c'est toujours l'interne à l'admission et le médecin minutes. qui doit payer les pots cassés. Alors, j'aimerais juste savoir vers quoi on va aujourd'hui. Il y a un communiqué qui a été sorti, communiqué conjoint entre le ministère de la Santé et le ministère de l'Enseignement supérieur. Il y a des conclusions, je les lis, le gouvernement est prêt à poursuivre le dialogue jusqu'au consensus. Bon, ça reste très grave, ça veut dire quoi? Aujourd'hui, on ne parle plus du service... Jusqu'au consensus, ou pas bien même un projet qui le remplace. Alors avec qui? Vous allez le faire avec les étudiants? Vous allez le faire avec les enseignants? Avec tout le monde, oui. Avec tout le monde. Il y a les partenaires sociaux. Il y a un calendrier il y a les syndicats. La discussion d'un projet pareil, ça doit être fait avec tous les partenaires, avec les enseignants, avec les étudiants, avec les syndicats, avec les partenaires sociaux, avec les associations des professionnels. Et après, le dernier mot revient au Parlement. Ça, c'est une loi. C'est le Parlement qui va demain, est-ce qu'il va le voter ou il ne va pas le voter. Moi, je précise, je continue à dire que ce projet, il y a un problème au niveau du ministère de la Santé, au niveau de la santé publique, au niveau des ressources humaines, effectivement, comme l'a dit M. Tahiri, par rapport aux équipements. On a bien compris. Moi, donc c'est des idées. On est en fin d'émission. Je veux juste savoir aujourd'hui, est-ce qu'il y a un processus annoncé? Vous nous avez dit beaucoup de choses, vous nous avez annoncé beaucoup de choses. Il y a un communiqué qui est sorti aujourd'hui. Est-ce qu'il y a un planning de négociation pour arriver ce matin, comme le communiqué d'aujourd'hui, ce matin, on présente des étudiants, tous les représentants des étudiants, représentants des résidents et des internes, des enseignants, que je remercie une deuxième fois pour l'implication, des deux ministres, de l'enseignement supérieur et le ministre de la Santé. Et il y avait une discussion responsable de la part de tout le monde. Et je crois au dialogue. Et tout le monde croit au dialogue. Même les étudiants, ils croient au dialogue. Il y a des malentendus. Ce communiqué, on dit que c'est des ensembles d'idées qu'on est prêt à discuter et même prendre un projet qui le remplace. On le dit. La deuxième chose, tous les points du dossier revendicatif des étudiants, on les prend. Tout ce qu'on a convenu avec les étudiants, on s'engage à les exécuter et le plus tôt possible. Et on a commencé. Et demain, on est prêt à recevoir les étudiants pour mettre en place, pour chaque point de leur dossier revendicatif, de faire... J'en suis ravie, j'étais pas au courant. Ben voilà, mais voilà, que de bonnes nouvelles. Demain, oui, demain. Si vous voulez, demain à 8h30. D'accord, demain, si vous voulez, maintenant vous êtes au courant. Et le ministre a dit tout à l'heure, on commence aujourd'hui soir. Il y a des points qui sont définis par rapport à l'indemnité des étudiants, l'augmentation de l'indemnité pour les étudiants, c'est réglé. Le décret, bien sûr que c'est réglé. Le décret, il est déjà au niveau de la primature. C'est tellement dérisoire que c'était une honte. Et bien sûr. Et ça, je vous le dis, depuis l'arrivée de M. le ministre, avant cette grève, on a pensé à revaloriser cette indemnité. Il nous reste 1 minute, je vous donne la parole. Étudiants, qu'est-ce qui va se passer par la suite? Vous avez entendu ce que le ministère vous dit. Semana est venu aujourd'hui. Beaucoup de choses ont été dites. Réunion demain, c'est bon? On prend rendez-vous bien, demain, pas de problème. Engagement. Non, très bien. On est toujours ouvert au dialogue comme d'habitude. Donc, nous saluons donc l'initiative du ministère par rapport au communiqué. C'est un signe de bonne foi. J'espère que l'engagement écrit verra le jour très prochainement, puisque le risque de l'année blanche est imminent. Et je tiens toujours à saluer les efforts personnels de M. Hassan Daoudi et des profs qui ont insisté à jouer un rôle de médiation entre la Commission nationale des étudiants en médecine, le Comité national des internes et résidents et les deux ministres. Ça a été significatif, l'arrivée des enseignants? Ah oui. Vous pensez? Non, c'était positif. Si mon collègue à côté c'était positif. Moi, je veux bien le croire. Moi, je dis que c'était positif. Moi, ce que je note, c'est juste ça sera le dernier mot. Un petit problème, c'est que j'aurais pas aimé arriver au problème de jeudi pour nous écouter. Voilà. Parce que pour moi, c'est un gâchis, c'est une perte de temps. Et bon, en vous écoutant,
on dirait que vous effacez tout. Le problème, c'est que ces étudiants, ils ne veulent plus ce rétropédalage. Ce qu'on veut, c'est que nos étudiants auront des garanties et dès demain, eux, ils sont prêts à aller dans leurs amphithéâtres. Dernier mot. J'espère en tout cas que les plaies créées par le ministère de la Santé puissent cicatriser réellement. Parce que c'était tellement profond. On a tellement incriminé le médecin et responsabilisé. Alors que s'il y a des gens qui sont traités, c'est grâce à beaucoup de médecins. C'est la métaphore qu'il fallait choisir pour clôturer. Merci à vous d'avoir été ce soir dans 60 minutes pour comprendre. Excellente soirée sur Médien TV. Si vous nous avez pris en route, la rediffusion à 22h40. À demain.